J'avais un pressentiment. Je savais que Nicolas n'était plus là. Il faut reconnaître le mérite du criminel. Il s'est donné à 100% pour cacher ce crime aux yeux de tous. On ne savait pas encore à quel point cette affaire allait prendre une tournure épouvantable, terrifiante, sinistre et sombre. Je n'arrive pas à croire qu'une personne puisse faire quelque chose d'aussi terrible. Je ne sais pas s'il pensait nous berner. On commence à se demander s'il est vraiment là. C'était un manipulateur. Il aimait tout contrôler. Cette affaire n'aurait jamais été résolue si on n'avait pas poussé la recherche à l'extrême. On n'a pas vu Nicolas pendant 1 an. C'est vraiment long pour cacher un corps. Le 9 février 2017, la police de Massillon a été contactée par la police de Barberton. C'est juste au nord-ouest d'ici. Ils nous ont fait part qu'un certain Nicolas Stein, un homme de 25 ans, serait porté disparu. Ils voulaient qu'on aille effectuer une visite à son domicile. Une femme du nom de Paula Klein avait appelé la police de Barberton, presque en état de panique, parce qu'elle pensait que Nicolas Stein était porté disparu et potentiellement blessé. C'est difficile de convaincre un policier ou un enquêteur qu'un jeune homme de 25 ans a disparu. Pas parce qu'il a fugué, pas parce qu'il a disparu de son plein gré. Je leur ai dit qu'ils ne comprenaient pas. On s'appelait tous les jours, on s'envoyait des messages tous les jours. Nicolas était comme mon deuxième fils. Quand mon fils Gunner est tombé malade d'un cancer du cerveau, Nicolas, contrairement à tous les enfants, n'a pas fui à l'idée de côtoyer un enfant malade. Il était son plus grand fan. Nicolas continuait de le faire rire. Il jouait aux jeux vidéo avec lui comme s'il était un garçon normal. Il n'a jamais abandonné Gunner, qui est toujours en vie aujourd'hui du haut de ses 31 ans. Nicolas avait un cœur en or. On a appris que Nicolas avait un passé compliqué en ce qui concerne sa famille. Il était très résilient et cherchait à en faire toujours plus. J'étais toujours en contact avec lui, par SMS, via les réseaux sociaux, par téléphone. Il m'appelait toujours quand il avait besoin. Il a eu beaucoup de difficultés à trouver un emploi dans le coin. En tant qu'enquêteur, on regarde dans un premier temps les réseaux sociaux, les comptes bancaires, les enregistrements et les téléphones. Tout s'est arrêté brusquement dans la vie de Nicolas Stein, même dans sa vie privée. Nicolas a disparu. Mais on avait appris qu'il était venu à Massillon voir un homme du nom de Brian Gentry. Nicolas pensait se garantir un futur en travaillant avec cet homme. Nicolas me disait qu'il ne gagnait pas d'argent. Et il m'a dit que Brian lui donnait du travail. Je lui ai dit que je connaissais cet homme et que je ne lui faisais pas confiance. Mais il croyait tout ce que Brian lui disait. Donc, on a décidé d'interroger Brian Gentry. Brian Gentry louait une maison sur la 8e rue. C'était un vétéran de guerre décoré qui avait combattu à 4 reprises en Afghanistan avant d'être réformé de l'armée en raison de blessures sévères. Sa petite amie Kristen Lane et lui ont décidé de créer un business de paysagiste avec Nicolas pour couper des arbres l'été et déneiger l'hiver. Puisque c'est un travail saisonnier, ils ont décidé qu'il était préférable d'économiser de l'essence et du temps en faisant emménager Nicolas chez eux. Le couple avait 3 enfants en bas âge chez eux, ainsi qu'un colocataire du nom de Carl Spencer, un ami d'école primaire de Brian Gentry. Brian prenait les choses en main chez eux.
Ils étaient très coopératifs. Ils nous ont fait entrer chez eux et ont répondu à nos questions. En arrivant la première fois là-bas, tout semblait normal. En interrogeant les habitants de la maison, ils nous ont dit que Nicolas Stein était parti le mercredi 1er février et n'était pas revenu depuis. Ils étaient les dernières personnes connues à avoir vu Nicolas Stein avant qu'il ne soit déclaré disparu le 9 février. Les habitants de la maison étaient inquiets pour Nicolas et où il pourrait être. Mais Brian a dit qu'une des raisons pour lesquelles Nicolas aurait pu vouloir quitter Massillon serait qu'il devait potentiellement de l'argent à quelqu'un. Carl Spencer a déclaré se souvenir que Nicolas Stein avait quitté la maison pour aller dans un restaurant en ville et ensuite retourner à Barberton. On a passé des heures à rechercher des enregistrements vidéo de maisons aux alentours ou de commerces, mais on n'a rien pu trouver. Cette information partagée par Carl Spencer nous mène à nous poser une question. Essayait-il de nous mener en bateau et d'induire nos enquêteurs en erreur? On a donc interrogé Carl au commissariat pour en savoir plus. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Ok. Durant les interrogatoires, on fait bien attention à tous les détails qui montrent qu'il chercherait à nous leurrer. Ces mensonges peuvent être bien ficelés. Avez-vous déjà eu des problèmes, Carl? Quelques infractions. Pourquoi? C'était juste une histoire de bœuf. C'était il y a quelques années, 2010 je crois. En tant qu'enquêteur, il faut creuser pour en découvrir plus sur les individus. On cherche constamment à découvrir la vérité aussi vite que possible. Vous avez réagi comment quand Nicolas est parti? L'ambiance chez vous était comment? Ça avait l'air normal. Il n'était pas inquiet? J'ai rien remarqué. Ok. Grâce à l'interrogatoire de Carl, les enquêteurs ont pu découvrir que l'adresse de la 8e rue n'était pas une adresse des plus ordinaires. Il se passait beaucoup de choses dans l'ombre. Il y aurait eu une dispute et Nicolas serait parti en colère ce soir-là. Quelle était l'origine de la dispute? Je sais pas trop. Ça devait être en rapport avec leur relation. C'était un peu comme un ménage à trois, comme on dit. Un trouble? Ouais, un genre de trouble. Ok. Carl Spencer nous a dit que Brian laissait Nicolas coucher avec Kristen à la condition qu'il demande à Brian avant de le faire. D'accord. C'est la dernière fois que vous l'avez vu? D'accord. Vous habitez là-bas depuis longtemps? Plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Donc vous y étiez quelques jours avant que Nicolas ne disparaisse. Vous étiez là le jour de sa disparition et les jours suivants. Une semaine après, vous étiez encore là-bas? Oui. Ok. Brian était au courant de ce triangle sexuel. Mais Nicolas était un garçon avec le cœur sur la main. Il voulait se trouver une petite amie qu'il aimerait, se marier et avoir des enfants. Il la traitait certainement mieux que quiconque. Une fois qu'on a su pour ce triangle amoureux, on ne savait pas dans quelles sombres histoires cela allait nous emmener. En revenant sur ces interrogatoires, on a remarqué que pas mal de détails avaient été oubliés. C'est pour ça que nous avons dû retourner à la maison. Et après davantage de discussions avec Kristen Lane, elle nous a dit qu'elle était dans une relation avec Nicolas et Brian. Elle a également dit que Nicolas voulait une relation exclusive avec elle, ce qui a démarré la dispute. Kristen était claire sur le fait qu'elle ne voulait pas d'une relation exclusive. Nicolas se serait alors énervé et serait parti. Après ça, on a commencé à se dire,
que nous n'étions pas sur une simple affaire de disparition. Quand deux hommes sont sexuellement actifs avec une seule femme et qu'un des deux laisse ses sentiments prendre le dessus, alors de terribles choses peuvent se produire. Durant l'interrogatoire, les occupants nous ont invités à venir chez eux pour poursuivre notre enquête. Pour descendre au sous-sol, on a dû prendre une échelle. Il n'y avait pas d'escalier. J'ai demandé à Brian pour les escaliers. Il m'a dit que dû à ses blessures à l'armée, on lui avait recommandé de remplacer les escaliers. Il les a donc retirés et ils devaient être changés sous peu. En les interrogeant, on a vu un matelas avec une tache au sous-sol. J'ai donc demandé à Kristen à propos de cette tache. Elle m'a dit qu'elle avait fait tomber du soda dessus. Mais si quelque chose de terrible était arrivé à Nicolas, je me suis dit que tout ça pourrait être des preuves. On a donc décidé de prélever des échantillons de la tache et de les envoyer pour analyse. Après que l'enquêteur Dadisman et moi-même avons quitté la maison de la 8e rue, on s'est regardé et on s'est dit « Où est Nicolas ? Je vais retrouver Nicolas d'une façon ou d'une autre. » Mais nous ne nous attendions pas à ce que cette enquête soit si macabre. La police de Massillon a été prévenue que Nicolas Stein, un homme de 25 ans, était possiblement porté disparu de sa résidence sur la 8e rue. Après qu'on a interrogé les résidents de la maison, on a commencé à se dire que nous étions dans un jeu du chat et de la souris. Est-ce que ces individus essayaient de nous mettre sur la mauvaise piste? La tache présente sur le matelas nous a sans aucun doute intrigués. Cette tache pourrait comporter l'ADN de notre victime. Si c'était bien du sang, à qui appartenait-il? Une semaine plus tard, on reçoit les résultats des analyses et ce n'était pas du sang humain, mais c'était bel et bien du soda que Kristen avait fait couler sur le matelas, comme elle l'avait dit. C'est une déception, c'est certain. Dans ces moments-là, on a le sentiment de tout reprendre à zéro. Sans corps, on se dit « Mince, on fait quoi ensuite ?» Si, comme on le pense, Brian, Kristen ou Carl ont fait quelque chose à Nicolas Stein, alors ils étaient prêts à tout pour cacher les moindres preuves potentielles. Au même moment, Paula Klein nous a appelés, ce qui m'a motivé à redoubler d'efforts pour lui donner des réponses. J'ai appelé l'enquêteur Slutz, il a dû me prendre pour une folle. Mais j'étais seule pour Nicolas, la seule à pouvoir encore me battre pour lui. Le père de Nicolas est décédé en 2008. Après ça, sa mère a eu énormément de mal à s'en sortir parce qu'elle n'avait pas travaillé depuis des années. C'était juste son frère et lui. C'était un peu comme si j'étais la deuxième mère de Nicolas. Mon seul objectif était de retrouver Nicolas. J'étais déterminée. Je ne laissais jamais l'enquêteur Slutz en paix. Au printemps, je reçois un coup de téléphone du frère de Nicolas. Il pense que Nicolas est revenu à Barberton. Et il pense que le petit ami de leur mère, Andy, serait responsable de sa disparition. Nicolas ne voulait pas être loin de sa mère pour s'en occuper. Il voulait trouver du travail et s'occuper d'elle. Mais son beau-père n'était pas d'accord. Il était jaloux de Nicolas.
Quand les recherches pour retrouver Nicolas ont commencé, on aurait pu penser qu'il mettrait la main à la pâte. Eh bien, il n'a jamais quitté son domicile et il empêchait la mère de Nicolas de quitter la maison. C'était une personne très sournoise et fourbe. C'est ce qui m'a fait penser qu'il aurait pu être derrière tout ça. J'avais demandé au frère de Nicolas de venir me voir chez le glacier du centre-ville de Massillon. Il m'a donné 3 feuilles de papier qu'il venait de trouver. Il était certain qu'elles avaient été rédigées par le petit ami de sa mère. On pouvait y lire des messages très perturbants. Il y avait un passage qui était très perturbant. On pouvait y lire « Mon prénom sera connu et fera peur pendant des générations. J'enterrerai ce crime profondément dans la terre. » Le frère de Nicolas pensait que selon les écrits des rangers d'Andy, il était probable que Nicolas soit enterré dans les bois, pas très loin de la maison de sa mère. On a donc décidé de discuter avec le petit ami de la mère de Nicolas, Andy. Il nous a dit qu'il se passait beaucoup de choses dans sa vie. C'est une personne sombre qui écrit ce qu'elle pense. Mais ces écrits n'ont rien à voir avec l'incident sur lequel nous enquêtons. Malgré cela, nous voulions en savoir plus sur le petit ami de la mère de Nicolas. Les amis et la famille voulaient des réponses. Si le petit ami de la mère de Nicolas avait commis un crime, c'était notre devoir de découvrir pourquoi. On avait le sentiment que quelque chose dans ces bois autour de Barberton pourrait nous aider à résoudre cette enquête. Mais il faut inspecter une zone qui est énorme. Il y a du feuillage et on manque de témoins dans le coin. C'est donc difficile de trouver ce que nous cherchons et ce dont nous avons besoin. La police de Barberton a envoyé des agents inspecter la zone. Mais ils n'ont rien trouvé. Nous voilà face à une nouvelle impasse. Ça m'affectait pas mal quand l'enquêteur Slutz m'appelait pour me dire qu'ils avaient cherché dans les bois, mais qu'ils n'avaient rien trouvé. J'étais au plus bas. Mais c'est ce qui m'a rendue plus forte. Et c'est ce qui m'a poussée à ne jamais abandonner. J'ai même demandé à ma mère de 72 ans si elle pouvait se balader dans les bois autour de Barberton pour vérifier. Ma mère cherchait et trouvait des choses. Elle m'envoyait des photos à chaque fois en me demandant si ce t-shirt était à Nicolas, si ses chaussures étaient à Nicolas, mais ça ne l'était jamais. En tant que policier, parfois on a envie de baisser les bras et on se demande si on regarde bien dans la bonne direction. Si c'est bien un homicide, là où les personnes responsables sont allées très loin pour couvrir leur meurtre. Dans la loi, nous avons un concept appelé corpus delicti, qui signifie corps du délit. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut plus que de simples mots ou un simple dire. Il faut des preuves tangibles, peu importe qu'elles soient directes, indirectes ou issues de témoignages. Et là, nous n'avions pas ça. L'été est arrivé. On ne trouvait toujours rien concernant Nicolas. En tant qu'enquêteur, on fait de notre mieux pour séparer le travail de la vie privée. Mais cette affaire m'a hanté. Je restais éveillé la nuit en pensant à qui je devrais parler, à ce que je pourrais faire différemment. Je ne voulais pas que ça finisse dans les dossiers non classés.
On a ensuite appris que le colocataire de Nicolas, Brian Gentry, avait été arrêté pour recel de biens volés et avait été mis en prison. Bien que Brian Gentry ait été incarcéré, Carl Spencer et Kristen Lane vivaient toujours ensemble et elle était enceinte. Carl Spencer était le père. À partir de là, c'était plus qu'un triangle amoureux. Carl Spencer était également impliqué avec ces individus. Les affaires de cœur peuvent être un mobile de meurtre. C'est vieux comme le monde. Si c'est pas pour l'argent, alors c'est pour l'amour, le désir, la revanche ou la haine. Mais à ce stade de l'enquête, on savait que sans le corps, nous n'avions aucune preuve qu'un crime avait été commis. Fin janvier, on reçoit un appel concernant des cas de maltraitance ou de négligence à l'égard des enfants de la maison. On a fait une enquête et on a obtenu un mandat d'arrêt à l'encontre de Kristen pour négligence à l'égard des enfants. Elle est donc arrêtée et envoyée à la prison du comté de Stark. Un informateur anonyme m'a contacté. Cet informateur est une personne avec qui je travaillais depuis plusieurs mois. Je lui faisais confiance. Quand Brian est allé en prison, Kristen a invité d'autres gens chez elle pour continuer à faire la fête. L'informateur était présent chez Kristen. Cet informateur nous a dit qu'il avait entendu que Nicolas Stein serait enterré quelque part à Massillon. Mais il n'était pas sûr d'où précisément. Il y a toujours un moment dans la carrière d'un enquêteur où on a l'impression que ce sur quoi on travaille a changé. Le ton n'est plus le même. C'est sinistre et vous voulez absolument révéler ce que c'est. On savait que nous devions retourner en terrain connu. Ce terrain connu se trouvait à la 8e rue, au sud-ouest de Massillon. On est arrivé à la maison. Carl était parti. Le propriétaire était présent. On lui a expliqué que nous étions en plein milieu d'une enquête et que Nicolas Stein n'a pas été vu depuis près d'un an. Pendant qu'on discutait avec le propriétaire, son fils est venu avec une boîte noire. En ouvrant cette boîte noire, on a pu y découvrir les cendres d'un corps humain. Je regarde attentivement cette boîte et je me dis, où est le nom du défunt sur la boîte? Est-ce que c'est Nicolas? D'après les informations reçues, et étant donné que la dernière localisation connue de Nicolas était la 8e rue, recevoir les cendres d'un corps humain à ce moment-là nous pousse à nous questionner. Qui était-ce? D'où viennent ces cendres? On a appris plus tard, grâce à Paula Klein, que ces cendres appartenaient en fait au père de Nicolas Stein. Le père de Nicolas s'est malheureusement suicidé alors que son fils n'avait que 17 ans. Et à partir de cet instant, Nicolas a eu du mal à trouver quel genre d'homme il voulait devenir. Son père n'était plus là pour le guider. Je m'étais résignée au fait que Nicolas n'était plus parmi nous. Je sais que Nicolas n'aurait jamais pu partir sans les cendres de son père. Mais je n'arrêtais pas de me dire, continue à te battre, ne lâche rien. Tout au long de l'enquête, Kristen a éludé les questions relatives à Nicolas et nous savons que Kristen était en prison à ce moment-là. Ça peut nous donner des réponses pour l'enquête. J'ai donc dit à l'enquêteur d'Addisman que nous devions nous rendre à la prison du comté pour parler à Kristen. J'avais le sentiment que cette fois c'était la bonne, parce qu'elle voulait récupérer ses 3 enfants. Il était temps qu'elle se donne une chance de sortir de là et qu'elle nous aide.
On est le 30 janvier, il est 9h40. Je suis l'enquêteur Slutz et voici l'enquêteur Dadisman. Et vous êtes Kristen Lane, c'est correct? Oui. Vous êtes libre de partir quand vous voulez. La partie difficile du métier d'enquêteur, c'est bien sûr d'avoir affaire à des individus qui cherchent constamment à vous berner et à vous mentir. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non? L'affaire sur Nicolas est la seule chose à laquelle je peux penser. Je comprends bien. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler de notre côté. On pense également que vous savez des choses sur l'affaire. Et on doit vous prévenir que vous pouvez faire partie du problème ou faire partie de la solution. C'était un interrogatoire long et épuisant. Elle nous faisait tourner en rond, mais elle continuait de mentionner Carl Spencer. C'est ce qui est bizarre avec Carl, parce qu'il était là cette nuit-là, mais il a fini par partir. Mais il est revenu le lendemain matin. Je sais pas s'il avait peut-être quelque chose à voir avec ça, parce que rapidement, après tout ça, Carl nous a dit qu'il m'aimait bien, et de fil en aiguille, Brian voulait un trouble entre nous trois. Il y avait déjà réfléchi au fait que lui et moi, on pourrait sortir ensemble. Et pendant tout ce temps, je me disais que c'était très étrange parce que la veille, il me disait qu'il voulait partir et ensuite il découvre que Nicolas voulait que je parte avec lui. Donc on a tout arrêté. On a tout arrêté d'un coup parce qu'il n'avait nulle part où aller. Qui, Nicolas? Oui. Mais Carl était là. Il a découvert tout ça et on est parti. Je suis partie me coucher avant Brian. Et le lendemain, assez tôt, je suis revenue à la maison après avoir déposé Dawn à l'école et Carl était aussi rentré. Et Carl... Donc, Carl était chez vous quand vous avez eu cette discussion avec Nicolas. Vous aviez peur pour la sécurité de Nicolas? Non, j'avais dit à Nicolas qu'il était préférable qu'il parte. Qu'il devait juste partir. Comme ça, la tentation ne serait plus là devant lui et il ne voudrait plus être avec moi. Aussi pour qu'il ne dise pas de bêtises. Après tout, Nicolas n'avait que 18-19 ans. C'était à titre préventif, pour qu'il ne dise rien de stupide, qu'il n'y ait pas de tension, pas de gêne. C'était mieux pour les enfants. Je voulais pas que les enfants soient gênés. C'était le mieux pour vous. Ça aurait été super si on... Brian était réveillé quand vous avez eu cette conversation avec Nicolas? Il était au sous-sol. Il jouait aux jeux vidéo. Ok. Et Carl était là, lui aussi? Oui, Carl et lui jouaient aux jeux vidéo quand j'avais cette discussion avec Nicolas. Elle parlait énormément de Carl, mais elle ne donnait aucune information spécifique. Est-ce que vous pensez que Carl, s'il avait tué Nicolas, aurait pu l'enterrer ou le brûler? Il l'aurait enterré. Après avoir interrogé Kristen, il y a eu un moment de pause et de réflexion pour les enquêteurs, afin de se demander si Nicolas Stein aurait pu être enterré dans cette résidence depuis tout ce temps. Oui, on s'est dit, la vache, s'il est enterré dans ce jardin, c'est osé. Il n'y avait aucun signe de terre retournée, ou quoi que ce soit pouvant nous faire croire qu'il y aurait un corps enterré dans ce jardin. On a commencé à se demander de quels outils ils auraient pu avoir besoin pour enterrer Nicolas. Ont-ils utilisé une pelle? Ça aurait demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de force de creuser un trou suffisamment profond pour un corps. Je me suis dit qu'ils avaient peut-être utilisé une pelleteuse. On avait contacté un magasin de Massillon et ils ont cherché dans leurs fichiers. Grâce à ça, ils ont retrouvé un reçu sur lequel on pouvait lire qu'il y avait eu un contrat de location effectué le 2 février 2017 pour une pelleteuse. Le nom sur ce contrat de location nous était drôlement familier. J'ai failli en faire une crise cardiaque. Le reçu que le gérant nous a passé portait la signature de Brian Gentry.
Le gérant nous a également passé un permis de conduire. Et sur ce permis, on pouvait voir la photo de Carl Spencer. Nos principaux suspects dans la disparition de Nicolas deviennent sans aucun doute Carl Spencer et Brian Gentry. On a contacté le BCI, qui s'occupe des enquêtes criminelles. On leur avait demandé de nous prêter des chiens renifleurs pour l'enquête. On est ensuite arrivé à la résidence pour débuter les fouilles dans le jardin. C'était le premier jour de février dans le nord-est de l'Ohio. Il faisait froid. Les chiens ont commencé leur recherche à la résidence. On a creusé pendant des heures, mais aucune trace de Nicolas. On était tous déçus. Ça nous a coupés dans notre élan. On se demandait si Nicolas était vraiment là. J'ai dit à l'enquêteur d'Addisman que nous devions retourner en salle d'interrogatoire pour interroger Kristen. C'était un interrogatoire enregistré par audio à la prison du comté de Stark. C'est votre chance de nous dire la vérité, pour votre bien à vous. On lui a montré la photo des agents qui creusent dans le jardin et je lui ai demandé « C'est quoi cette photo ?» C'est notre ancienne maison. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous creusez dans le jardin. Pourquoi? Pourquoi, selon vous? C'est votre chance de tout nous dire. On lui a montré le reçu du magasin de location. Grâce à ça, on a pu la laisser nous raconter l'histoire entière. Je sais pas pourquoi la pelleteuse était là. Ils m'ont dit que c'était pour des travaux. Je pose pas de questions quand ils parlent de ça, parce que j'y connais rien. On s'est dit, ok, elle ne nous dit pas la vérité. J'ai donc sorti une feuille de papier et j'ai fait un schéma de leur jardin. Je vais faire de mon mieux avec ce dessin. Et j'ai glissé la feuille devant Kristen. J'ai claqué le stylo sur la table et je lui ai demandé où est Nicolas. Je vais te retirer ces menottes. Elle m'a regardé, elle a ramassé le stylo, elle a hésité, et elle a fait un cercle au niveau de la dalle de ciment. Après qu'elle nous a donné cette indication, je lui ai demandé qu'elle m'écrive ce qu'il y avait là-dedans. Elle m'a regardé, elle a baissé les yeux et elle l'a fait. C'était comme si tout se passait au ralenti, dû à l'adrénaline qui montait en moi. Donc, elle a écrit le N, elle a écrit le I, elle a fait le C, et je me suis dit, dépêche-toi d'écrire ce K. Et elle a fait le K. Et d'un coup, ça a été le silence total dans la salle d'interrogatoire. À l'intérieur, je me disais, bordel de merde, elle vient de nous dire où se trouve Nicolas. Kristen Lane a entouré un endroit dans le jardin où se trouvait le corps de Nicolas. Elle s'est certainement dit, on est foutu, autant sauver ma peau comme je le peux. Nous avions suffisamment de preuves pour effectuer une deuxième fouille du jardin. Au fur et à mesure que nous creusions dans le sol, nous avons pu sentir une odeur s'élever dans l'air et on pouvait voir une boîte noire à peine visible qui avait été abîmée par la pelleteuse. L'expert légiste est descendu dans le trou, il a regardé dans la boîte et il a dit
Il y a un squelette humain là-dedans. On a également été en mesure de déterminer qu'ils ont recouvert de ciment la boîte où se trouvait son corps. Ce qui a freiné notre recherche la veille avec les chiens renifleurs. Le ciment empêche les odeurs de corps en décomposition d'atteindre l'extérieur, ce qui empêche sa détection. C'était un grand soulagement d'avoir enfin trouvé ce que nous cherchions. Même si l'identité du cadavre n'avait pas encore été confirmée. La police ne peut pas encore nous révéler l'identité du corps retrouvé. Le corps a été emporté au bureau du médecin légiste du comté de Stark. Pour la deuxième journée consécutive, les officiers du BCI et la police étaient toujours présents à la résidence. Ils creusaient dans le jardin et ce matin, un corps a été retrouvé, enterré dans une boîte à cet emplacement. Le lendemain, l'enquêteur d'Addisman et moi-même sommes allés à l'autopsie. Voir ce corps plié et tout simplement encastré dans ce cube de ciment, c'était horrible. Pendant que la scie du médecin légiste perforait le ciment, je me suis dit, personne ne mérite de mourir de cette façon. Il n'y a qu'un seul mot pour décrire ce meurtre, et c'est barbarie. Grâce aux analyses des empreintes digitales et des prélèvements dentaires, on a été en mesure d'en déduire que nous avions bien affaire à la dépouille de Nicholas Stein dans cette boîte. Quand l'enquêteur Slutz m'a appelé le matin, avant la dernière fouille, je savais que je ne pouvais pas être présente, que la famille de Nicolas ne pouvait pas être présente. Et je pense que j'ai été au plus bas émotionnellement à ce moment-là, car je ne pouvais pas être là quand ils allaient le retrouver. Quand bien même on a pu donner une réponse à la famille, notre enquête ne s'arrêtait pas là. On nous avait informé que Carl Spencer serait à Marlborough Township, à environ 30 minutes à l'est de Massillon. Les enquêteurs ont localisé Carl et l'ont prévenu que nous avions un mandat d'arrêt à son encontre. C'est suite à ça que Carl Spencer nous a tout raconté sur le meurtre de Nicholas Stein. Ok, donc, à la date du 1er février, Brian et Nicolas se sont disputés, c'est bien ça? Ouais. C'était quoi le sujet de la dispute? Il avait tenu des propos déplacés à Kristen. Est-ce que ça a rendu Brian fou ou pire? Ouais, ça l'a rendu fou. Mais qu'est-ce qu'il a dit au sous-sol? Il a dit qu'il voulait le fracasser. Ok. Parce qu'il pensait que c'était pas normal qu'il dise une chose comme ça. Nicolas s'était allongé sur le canapé. D'accord. Il avait pris 3 somnifères. Et ensuite? Il est tombé dans les vapes. On est remonté à l'étage, on a récupéré du scotch dans le débarras, et il l'a bâillonné. Il l'a jeté du canapé et il l'a frappé pendant une bonne quinzaine de minutes. Il l'a traballé dans la maison, jusque dans le débarras. Il l'a mis en haut des escaliers et il m'a dit de le pousser. Et vous l'avez poussé? Ouais, je l'ai poussé. Ok. J'étais tellement chamboulé et malade à la vue de ce que j'ai fait que j'ai dû sortir vomir dehors. Je suis revenu 5 minutes plus tard. Et Nicolas avait été traîné un peu plus loin dans le sous-sol et il était mort. À partir de là, on a décidé de se servir d'une boîte. Il a vidé la boîte, on a mis Nicolas dedans et on l'a emmené dehors. Brian avait une bétonnière. Il a donc versé du ciment dessus.
En fin de compte, les 3 individus ont préféré plaider coupable plutôt que de passer par un jugement au tribunal. Kristen Lane a plaidé coupable de dégradation de cadavres, d'obstruction à l'enquête et d'obstruction à l'obtention de preuves, et a reçu 4 ans d'emprisonnement. De par son témoignage contre Brian, Carl a demandé une négociation de peine et a été condamné à 11 ans de prison. Brian Gentry a été condamné à la prison à perpétuité avec liberté conditionnelle au bout de 15 ans pour le meurtre de Nicola Steyn. Parfois, dans notre métier, il faut reconnaître la témérité des criminels. Le lieu où Nicolas a été enterré n'a pas été détecté par les chiens, principalement à cause du ciment entourant la boîte contenant son corps à 2,50 m de profondeur. Et en février. Brian Gentry avait de l'expérience dans le domaine de l'aménagement paysager et des machines lourdes. Il a caché Nicolas dans un quartier inattendu d'une ville inattendue. Il a fait un effort énorme afin de cacher ce corps à la vue de tous. Nicolas n'aurait peut-être jamais été retrouvé si les enquêteurs n'avaient pas fait preuve d'une réflexion hors du commun. C'était une affaire mémorable. Je dois admettre qu'après 20 ans à avoir vu passer des enquêtes pour meurtre et homicide, cette affaire sortait du lot. Parce que pour moi, c'était du gâchis. C'était un acte non nécessaire suivi par d'autres actes non nécessaires. Durant cet effet boule de neige, il y a eu bon nombre de fois où ce crime et ces crimes auraient pu se terminer. Il n'y avait aucune raison d'aller aussi loin et de tuer un jeune homme cherchant à refaire sa vie correctement. Brian Gentry était imbu de lui-même. J'avais l'impression qu'il se sentait plus intelligent que les enquêteurs. C'est ce qui m'a motivé à tout donner. Je me disais, ok, je vais te coincer et tu vas aller en tôle pour ça. Je suis originaire de Massillon. C'est comme si j'avais consacré ma vie entière à ma ville. En étant policier, on peut rendre l'appareil aux habitants. Et on aide les gens qui parfois ont du mal à s'aider eux-mêmes. J'ai toujours trouvé ça gratifiant d'être en mesure d'aider les gens qui en ont besoin, leur donner des réponses aux problèmes qu'ils ont ou être en mesure de leur proposer des solutions à leurs problèmes d'une façon positive, plutôt que de les laisser sombrer dans des problèmes. J'essaye toujours de voir le positif. J'avais une obligation envers Paula Cline, envers la famille de Nicola Steyn, de leur donner les réponses qu'ils méritaient. Ils m'ont rendu le corps de Nicolas. Après ça, il y a eu un débat avec des amis proches parce qu'ils pensaient que Nicolas devait être enterré. Mais j'ai mis le poing sur la table et j'ai dit qu'il en était hors de question. Nicolas ne retournera pas sous la terre encore une fois. J'ai pu le faire incinérer. On a donc fait les démarches et acheté 2 urnes funéraires pour mettre Nicolas dans une et son père dans l'autre, et elles sont assorties. J'ai ensuite préparé un mémorial à la mémoire de Nicolas. J'ai mis l'urne de Nicolas sur mes genoux et j'ai pleuré comme un bébé.